Je m'appelle Dana, j'ai 38 ans, féministe, je suis éditrice senior dans une maison d'édition qui compte vraiment. Nous ne publions ni fantaisie, ni livres de développement personnel. Nous publions les grands livres, ceux qui finissent chroniqués dans les journaux et qui façonnent la conversation culturelle. Ma vie est la preuve que j'ai fait les bons choix. Le genre de choix que la plupart des femmes n'osent pas faire. Mon appartement se trouve dans un ancien entrepôt réhabilité, en centre-ville. Au plafond, briques apparentes, un seul ficus lirata que je n'ai pas encore réussi à tuer. C'est propre, calme, entièrement à moi. Aucun mari pour abandonner ses chaussettes par terre. Aucun enfant pour laisser des traces de doigts sur ma table basse en verre. Mon seul être à charge est un chat noir élégant que j'ai adopté dans un refuge. Il est indépendant, comme moi, nous coexistons. Mon fil sur les réseaux sociaux ressemble à une installation artistique dédiée à la femme accomplie et libérée de toute contrainte. Une photo de moi en randonnée solo, avec une légende sur le fait de tracer son propre chemin. Une capture d'écran d'un article sur la charge mentale des femmes, accompagnée de mon commentaire sur le refus du travail non rémunéré. Une photo de mon bureau à 20 et 1 heure, baignée dans la lumière de l'écran. Girl boss. J'ai construit cette vie brique par brique et je suis fière de la forteresse que j'ai créée. Le travail est mon royaume. Je dirige une équipe d'éditeurs et je le fais bien. Je ne tolère pas les excuses, surtout venant des hommes. Je détecte la masculinité toxique à des kilomètres, la façon dont ils t'interrompent en réunion, dont ils répètent ton idée en parlant plus fort. Le mansplaining est un sport de combat dans notre salle de conférence et j'en suis la championne incontestée. La semaine dernière, un jeune éditeur a essayé de m'expliquer un terme marketing. Je l'ai simplement fixé, levé la main et dit « Je sais ce qu'est un KPI, merci », il est devenu rouge et n'a plus prononcé un mot de la réunion. C'est comme ça qu'on établit sa domination, c'est comme ça qu'on survit. Mon obsession actuelle, mon Graal, s'appelle Eugène. Il a environ 30 ans, un peu plus peu, être journaliste d'investigation. Il s'est fait un nom avec une série d'articles sur la corruption des grandes entreprises. Il est brillant, incisif et agacement supplémentaire, séduisant d'une manière brute et intellectuelle. Il a une proposition de livre en circulation et tous les éditeurs de la ville se battent pour l'avoir. Je le veux, j'en ai besoin. C'est pas un auteur parmi d'autres, c'est un père, un égal, le genre d'homme avec qui on bâtit un empire, pas une clôture blanche. Ce projet dépasse largement le cadre du travail. C'est une déclaration. La seule personne que tout cela semble laisser indifférent, c'est David, du service commercial. Il a environ 40 ans, un peu plus. Il a l'air fatigué, installé, comme un homme qui a renoncé à ses rêves depuis longtemps. Son bureau est un hôtel à la vie domestique. Un mug, meilleur papa du monde. Une photo encadrée de 2 enfants en désordre et d'une femme souriante au visage banal. Il part tous les jours à 10 à 7 heures précises. Je l'ai déjà entendu au téléphone, discutant très sérieusement des avantages comparés de différentes marques de couches. Quand je le regarde, je ressens une pitié profonde. C'est un avertissement vivant. Un homme prisonnier de la cage patriarcale qu'il a lui-même aidé à construire. Il représente tout ce que j'ai combattu pour fuir. Au printemps, l'entreprise a décidé que j'avais besoin d'une assistante. J'ai argumenté contre cette idée. Je suis autonome. Je n'ai besoin de personne pour aller me chercher un café. Les ressources humaines ont insisté. C'était une nouvelle initiative interne. Elle s'appelait Ava, 23 ans, fraîchement diplômée d'une fac de lettres, lumineuse, enthousiaste, pleine d'un optimisme naïf que je trouvais épuisant. Le premier jour, elle est arrivée dans une robe à fleurs et des chaussures plates raisonnables. Elle avait un stylo, un carnet, et me regardait comme si j'étais une célébrité. J'ai décidé de la prendre sous mon aile, de lui montrer à quoi ressemble une femme puissante, de la débarrasser des contes de fées qu'on lui avait inculqués. Ma première grande décision a été d'organiser une rencontre préliminaire avec Eugène. Après des semaines d'efforts, j'ai réussi à le convaincre de venir au bureau. J'ai passé 2 jours à me préparer. J'ai relu chacun de ses articles, j'ai monté une présentation détaillant ma vision de son livre, j'ai anticipé chaque objection possible. Quand il est entré dans mon bureau, il était encore plus impressionnant en personne. Grand, sûr de lui, poignée de main ferme. Nous nous sommes assis, la conversation était excellente, il était vif et j'étais plus vive encore.
Je lui exposais ma stratégie éditoriale, lui prouvant que je comprenais son travail dans ses moindres détails. J'étais en train de gagner. On a frappé doucement à la porte. Ava a passé la tête. « Désolée d'interrompre, Dana. Je viens de faire du café et j'ai pris ça à la petite boulangerie italienne, monsieur Eugène. J'ai lu dans une vieille interview que vous aimiez les choses sucrées. » Elle lui tendait une petite boîte de cannoli. J'ai ressenti une pointe d'agacement. Je ne lui avais rien demandé. Ce n'était pas prévu. Eugène, qui jusque-là était penché en avant, concentré, s'est immédiatement détendu. Il s'est adossé à sa chaise et un sourire sincère, désarmé, a traversé son visage. « Sérieusement, vous avez trouvé ça ? C'est incroyable. Et appelez-moi Eugène. » Il a pris un cannolo et lui a fait signe d'entrer. Pendant 5 minutes, ma réunion parfaitement préparée a déraillé. Il ne me parlait plus de son livre. Il parlait avec elle de boulangerie, il lui demandait d'où elle venait, ce qu'elle avait étudié. Elle lui expliquait qu'elle venait d'une petite ville, qu'elle adorait lire, qu'elle était ravie de travailler ici. Il l'écoutait avec une attention amusée. Je suis restée derrière mon bureau massif, à me sentir comme un meuble. J'ai raclé la gorge. Comme je le disais à propos de la structure des chapitres, Eugène s'est tourné vers moi. Son masque professionnel était revenu, mais l'atmosphère avait changé. La connexion que je croyais construire venait de disparaître. Je me suis dit que ce n'était rien. Je me suis convaincue que ce n'était rien. Une politesse banale envers la petite nouvelle. Des hommes comme lui valorisent l'intelligence, pas une boîte de pâtisserie. Quelques semaines plus tard, Eugène a commencé à venir régulièrement au bureau pour travailler sur la version finale de sa proposition. Il n'avait pas de bureau attitré et s'installait dans un box libre près de mon service. Et j'ai commencé à remarquer un schéma. Chaque matin, il arrivait et son premier arrêt était le bureau d'Ava. Pas le mien, le sien. Il s'appuyait contre la cloison, un café à la main, et il discutait. Je n'entendais pas toujours leurs mots, mais j'entendais son rire léger, cristallin. Un après-midi, je travaillais sur des concepts de couverture pour un autre livre quand j'ai vu Eugene s'approcher d'Ava avec sa tablette. Il lui montrait des maquettes. Je les ai observées pendant une bonne minute, lui qui pointait l'écran, elle qui hochait la tête et donnait son avis. J'ai fini par me lever et m'approcher. « Si tu as besoin d'un second avis, Eugène, mon bureau est toujours ouvert. J'exerce ce métier depuis 15 ans. » Il a levé les yeux, surpris. « Oh, salut Dana. Oui, je sais. Je voulais juste un regard extérieur, quelqu'un hors de la bulle de l'édition. » Ava a un excellent œil. Ava a rougi et s'est plongée dans son clavier, soudain fascinée par ses emails. J'ai senti une chaleur désagréable me parcourir la nuque. J'ai esquissé un sourire crispé et je suis retournée dans mon bureau. J'ai commencé à donner davantage de travail à Ava, du travail ingrat. Transcrire des heures d'interview, vérifier des manuscrits denses, classer les archives numériques, un chantier que tout le monde évitait depuis des années. Je me disais que c'était pour sa formation, pour lui apprendre les rouages du métier. Mais une part plus sombre de moi voulait simplement la noyer sous les tâches, l'empêcher d'avoir le temps de rire avec Eugene près de la machine à café. Cela n'a rien changé. Elle faisait tout efficacement, sans se plaindre. Elle restait tard. Et souvent, quand je partais, je voyais qu'Eugène était encore là. Il lui apportait un sandwich ou restait simplement à ses côtés pendant qu'elle terminait. La situation commençait à m'échapper. Je devais réaffirmer ma position. Un jeudi matin, j'ai aperçu une ouverture. Eugène était concentré à son bureau. Ava n'était pas là, probablement en train de faire une course pour quelqu'un. Je me suis approchée, posture impeccable, voix calme et professionnelle. « Eugène, j'ai libéré mon agenda pour demain midi. J'ai réservé une table dans ce steakhouse dont tu parlais. Il est temps qu'on s'asseye et qu'on finalise les détails du plan marketing. Juste tous les deux, c'était un coup de pouvoir. Je fixais l'heure, le lieu, l'objectif. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. Il a terminé de taper une phrase, puis s'est tourné vers moi. « Ah, je ne peux pas demain. Désolée, Dana, j'ai maintenu mon sourire. Quelque chose d'important ? Oui. Enfin, Ava fête son anniversaire samedi. Alors je lui ai promis de l'emmener déjeuner demain. On va dans ce petit resto de ramen dont elle parle tout le temps. Il l'a dit avec une désinvolture totale, comme s'il était naturel d'annuler une réunion stratégique avec son éditrice senior pour un bol de nouilles avec une assistante de 23 ans. Il n'a pas proposé de reporter, il s'est simplement retourné vers son écran. Je suis restée immobile une seconde, complètement invisible, puis je suis retournée dans mon bureau et j'ai fermé la porte.
Mon reflet s'est imposé dans l'écran noir de mon second moniteur. Mon visage était anguleux, mon maquillage impeccable, mon blazer parfaitement ajusté, je paraissais puissante, je paraissais accomplie. Et j'avais l'air épuisée. Plus tard dans l'après-midi, j'étais dans la cuisine du bureau à attendre que la bouilloire chauffe. David, du service commercial, rangeait ses affaires. Il était 6h58. Son téléphone a sonné. Dès qu'il a répondu, son attitude a changé. « Salut chérie, oui, je pars là. Oui, je m'en occupe. On prend la grande boîte ou la petite cette fois ?»« D'accord. Dis à Mikey que je serai rentrée à temps pour construire le vaisseau Lego avec lui. Moi aussi, je t'aime. » Il a raccroché, et ma surprise en train de le regarder, il a haussé les épaules, un peu gêné, le glamour de la vie de famille. Pendant un instant, j'ai oublié mon mépris soigneusement entretenu. « Ton fils aime les Lego ?» ai-je demandé. « Mon neveu aussi. Il adore », a répondu David avec un vrai sourire. « Il est obsédé. Ma femme lui a acheté la nouvelle station spatiale. Il attend toute la semaine que je la monte avec lui. Il a continué à parler de ses enfants, d'une remarque drôle de sa fille, du chaos de ses week-ends. Ce n'était ni excitant ni ambitieux. C'était juste la vie. Une vie complètement étrangère à la mienne. J'ai hoché la tête sans m'engager et pris mon thé. En retournant à mon bureau, mes pensées habituelles sont revenues. Il était dominé, prisonnier. Toute son existence tournait autour des besoins des autres. C'est ce que je me suis raconté. C'était la seule version qui donnait du sens à mon appartement vide et silencieux. La seule façon de croire que c'était un choix et non une conséquence. Les semaines ont traîné. La proposition a été finalisée. Les négociations conclues. J'ai fait mon travail. J'ai obtenu le livre. Sur le papier, c'était une victoire majeure. Le PDG a envoyé un email à toute l'entreprise pour féliciter mon équipe, avec une mention spéciale pour mon leadership tenace. Des collègues sont passés à mon bureau pour me féliciter. Tout cela sonnait creux car je savais que pendant que je m'enfonçais dans les clauses contractuelles et les réunions budgétaires, Eugene passait son temps libre avec Ava. Je les voyais partir déjeuner ensemble. Je les entendais faire des projets pour le week-end. Elle l'avait entraîné dans son univers. Soirées quiz dans des bars miteux, pique-nique au parc, flâneries dans des librairies d'occasion. Il semblait adorer ça. Il paraissait plus léger, rajeuni. Avec moi, il restait irréprochable. Nous avions des réunions, nous parlions du manuscrit, il respectait mon avis, mais c'était tout. Il y avait un mur invisible, la chaleur facile, les plaisanteries, l'étincelle intellectuelle que je croyais avoir ressentie avait été réservée à elle. J'avais l'impression de perdre une partie dont j'ignorais même les règles. J'ai commencé à analyser Ava, cherchant à comprendre son pouvoir. C'était pas son apparence. Elle était jolie, oui, mais d'une beauté simple, accessible, pas une bombe. C'était pas son intelligence non plus. Elle était vive, mais pas brillante. Elle ne le défiait pas, ne débattait pas avec lui. Elle écoutait, elle lui demandait comment s'était passée sa journée et s'intéressait sincèrement à la réponse. Elle se souvenait d'un détail insignifiant qu'il avait mentionné des semaines auparavant. Elle riait de ses blagues médiocres. Elle était son soutien, son refuge. Moi, j'étais sa supérieure hiérarchique, son adversaire intellectuel. La femme qui corrigeait sa grammaire dans ses emails. J'avais passé toute ma vie adulte à apprendre à être l'égale d'un homme dans une salle de réunion. Je n'avais jamais appris à être un lieu de repos. Peu à peu, une amertume nouvelle s'est installée en moi, un goût acide au fond de la gorge. Je la regardais et voyais tout ce qu'on m'avait appris à mépriser. Une femme accommodante, une femme qui plaçait le confort d'un homme avant sa propre ambition. Je me disais qu'elle était faible, qu'elle jouait un jeu manipulateur à l'ancienne pour piéger un homme à succès, qu'elle faisait reculer le féminisme de 50 ans. Mais tard le soir, seule dans mon appartement silencieux, une autre pensée s'imposait. Et si elle était simplement heureuse? Et si c'était ça, une connexion sincère? Cette idée était terrifiante. Car si elle avait raison, alors je m'étais trompée sur tout. Toute ma vie, toute mon identité reposait sur la certitude que mon chemin était le meilleur. Et voilà qu'une fille de 23 ans en robe fleurie me faisait tout remettre en question. L'entreprise a décidé d'organiser une fête pour célébrer la nouvelle acquisition, une vraie réception dans un bar branché du centre-ville avec open bar.
J'ai décidé que ce serait ma soirée, un événement professionnel, mon territoire. Ava, avec sa douceur et ses talents relationnels, disparaîtrait à l'arrière-plan. Je serais dans mon élément, je serais au centre. Je rappellerai à Eugène qui détenait le véritable pouvoir. J'ai passé 2 heures à me préparer. J'ai choisi une robe sévère et élégante, une robe noire droite faite d'angles nets. Pas une robe pour être abordable, une robe pour être admirée à distance. Mes cheveux étaient tirés en un chignon strict. Mon maquillage était un masque de perfection corporate. En entrant dans le bar, je me suis sentie comme une générale inspectant son champ de bataille. J'ai aperçu mes collègues, les éditeurs juniors, l'équipe marketing. Ils m'ont salué avec respect, presque avec admiration. J'ai accepté leurs félicitations avec un sourire professionnel et distant. Puis, j'ai cherché Eugène. Et ma confiance, si soigneusement construite, a commencé à se fissurer. Il était là, Ava aussi. Elle ne portait pas une robe fleurie. Elle avait une robe de cocktail bleu, foncée, simple. Ses cheveux étaient lâchés. Elle était magnifique, sans effort, lumineuse. Elle riait. Eugène se tenait à côté d'elle et la regardait avec une expression qui m'a noué l'estomac. C'était de l'adoration pure. Aucun homme ne m'avait jamais regardée ainsi. Pas une seule fois en 38 ans. J'ai inspiré profondément, redressé les épaules et me suis dirigée vers le bar. Un des vice-présidents m'a arrêtée. Un homme corpulent d'une cinquantaine avancée nommé Richard. « Dana, voilà la femme de la soirée, a-t-il tonné en me tapant l'épaule. Travail brillant, absolument brillant, tu es un requin. J'ai forcé un sourire. Merci Richard. » C'était un effort collectif. C'était la réponse attendue, la réponse corporate. Mais le mot requin résonnait dans ma tête. Était-ce que j'étais devenue un prédateur solitaire et froid? Je me suis servi un verre de vin cher et me suis postée à l'écart pour observer. Je les regardais, Eugène et Ava. Ils n'étaient pas collés l'un à l'autre, mais ils formaient une unité, un centre de gravité. Les gens venaient leur parler, puis s'éloignaient, les laissant dans leur bulle. Eugène posait la main dans le bas de son dos. Elle se penchait vers lui pour entendre ce qu'il disait. Des gestes discrets, intimes, un langage clair. Nous. J'ai aperçu David avec son équipe. Il jurait dans ce bar branché, son costume banal, un peu trop large aux épaules. Il consultait sa montre, sans doute pressé de rentrer et soulagé de libérer la babysitter. Le PDG, un homme grand et imposant nommé M. Harrison, a frappé son verre pour attirer l'attention. La musique a diminué. « Bonsoir à tous », a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la pièce. Je veux dire quelques mots pour célébrer ce partenariat incroyable. Il a parlé de la vision de l'entreprise, de l'importance des nouvelles voix audacieuses, puis il est passé aux remerciements. Je tiens à remercier toute l'équipe éditoriale, a-t-il dit, en désignant vaguement ma direction, et bien sûr leur leader intrépide, Dana. Sa perspicacité stratégique et sa poursuite acharnée de l'excellence ont été déterminantes pour conclure cet accord. Il y a eu des applaudissements polis, professionnels. J'ai hoché la tête, comme prévu, mais il n'avait pas terminé. Je veux également remercier personnellement quelqu'un qui a vraiment dépassé les attentes, a-t-il poursuivi, sa voix se réchauffant. Quelqu'un qui incarne l'esprit de collaboration et d'accueil dont nous sommes fiers. Il a souri directement à Ava. Ava, ton optimisme et ton dévouement ont été un vrai plaisir à observer. Tu n'as pas seulement assisté sur ce projet. Tu as fait en sorte que notre nouvel auteur se sente intégré dès le premier jour. Les retours sont excellents, un tonnerre d'applaudissements. Cette fois, les applaudissements étaient différents. Plus forts, plus chaleureux, plus sincères, les gens se tournaient pour lui sourire. Elle a rougi profondément et baissé les yeux. Eugène a passé son bras autour de ses épaules et l'a serré fièrement. Mon propre applaudissement semblait mécanique, comme si je frappais avec des mains de bois. J'étais le requin qui avait conclu l'affaire. Elle était le cœur qui le faisait rester. Soudain, j'ai eu un besoin désespéré de lui parler, de prouver que j'étais toujours pertinente. J'ai vidé mon verre de vin et traversé la foule. « Eugène !» ai-je dit, ma voix un peu plus forte que prévu. Il s'est tourné vers moi, sourire poli mais distant. Ava a reculé légèrement pour nous laisser de l'espace. « Dana, super fête !» a-t-il dit. « Oui !» ai-je répondu. Je pensais justement à la tournée médiatique.
Nous devons commencer à planifier les apparitions clés du premier mois. Je parlais boulot, terrain sûr. Oui, absolument, a-t-il répondu, mais ses yeux dérivaient déjà vers Ava. Nous pourrons en parler la semaine prochaine. Pas besoin de travailler ce soir. Bien sûr, ai-je dit rapidement. Je voulais juste te dire que je suis ravie de collaborer avec toi. Moi de même, a-t-il répondu. Le mot sonnait poli, glacé, vide. Un silence maladroit s'est installé. Il ne m'aiderait pas. Il ne poserait aucune question, ne raconterait pas de blagues, ne ferait rien pour combler le fossé. Il attendait que je parte. J'ai senti mon visage chauffer. Eh bien, ai-je dit, le masque professionnel lourd et fragile profite de ta soirée. Je me suis détournée et suis partie sans attendre de réponse. J'avais l'impression que des centaines de regards me scrutaient dans le dos, alors que personne ne me regardait réellement. J'ai repris un verre de vin et me suis postée près de la fenêtre du sol au plafond, contemplant les lumières de la ville. Je voyais la circulation en bas, un fleuve de rouge et de blanc. Des milliers de personnes, toutes en route vers quelque part. Une femme est apparue dans le reflet du verre, jolie, aux yeux doux et au sourire chaleureux. Elle semblait de mon âge. « Vous devez être Dana », a-t-elle dit. « Je suis Sarah, la femme de David. » J'ai sursauté. C'était la femme de la photo sur son bureau. David se tenait derrière elle, tenant 2 verres d'eau. « Chérie, voici mon patron, Dana », a dit David. « Enchanté », ai-je dit, lui tendant la main. Son poignet était ferme et chaleureux. « David parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes la personne la plus brillante qu'il ait jamais rencontrée. » Je n'ai pas su quoi répondre. « Il le fait tout le temps », a confirmé Sarah en souriant à son mari. David a simplement haussé les épaules, un peu gêné. « Nous devrions y aller », a-t-elle ajouté. « La baby-sitter a un cours tôt demain matin. » « Oui, tu as raison », a répondu David. Puis il s'est tourné vers moi. « C'était un super événement, Dana. Félicitations encore. Tu l'as vraiment mérité. »« Merci, ai-je réussi à dire. Ravie de vous rencontrer, a dit Sarah. Et ils sont partis. David a passé son bras autour de sa taille. Elle posait sa tête sur son épaule. Ils étaient parfaitement assortis, heureux. Et ça m'a frappée comme un coup physique. Je n'observais pas seulement 2 chemins de vie différents ce soir. Je voyais 2 types de partenariats différents. Eugene et Ava, au début, de quelque chose de passionnant, excitant, plein de découvertes. David et Sarah dans la continuité, dans le quotidien, après l'euphorie initiale. Une phase construite sur l'histoire partagée, la compréhension silencieuse et le choix de faire face aux réalités de la vie, comme les babysitters et les courses, ensemble. Les 2 couples possédaient ce que je n'avais pas, la connexion. Je me tenais là, dans ma robe coûteuse, au milieu d'une fête célébrant ma réussite professionnelle. Je n'avais jamais ressenti une solitude aussi profonde. La salle était bruyante, pleine de rires et de conversations, mais tout ce que j'entendais était un silence assourdissant dans ma tête. Ma carrière était mon partenaire, mon ambition, ma compagne. Mais ce soir, elle ne pouvait ni me réchauffer, ni poser un bras sur mes épaules pour rendre le monde un peu moins solitaire. J'ai regardé une dernière fois. Eugène murmurait quelque chose à Ava. Elle riait, un vrai rire sans retenue, et lui tapotait le bras en jouant. Il a attrapé sa main et ne l'a pas lâchée. Je me suis retournée et je suis partie, sans dire au revoir à personne. Je suis sortie dans la nuit fraîche. Le trajet en taxi était flou. Le conducteur essayait de parler. Je fixais la ville défiler par la fenêtre. Mon appartement, d'habitude refuge, ressemblait à un musée, une exposition stérile, d'une vie supposée parfaite. Le silence étouffait. J'ai ouvert le frigo et vu une bouteille de champagne qu'un ami m'avait offerte il y a quelques mois. « À ton prochain grand succès », disait la carte. C'était ça, le grand succès. J'ai pris la bouteille sans l'ouvrir. Avec qui la partager ? Mon chat ? Il a miaulé et frotté sa tête contre ma jambe. Pour une fois, son indifférence ne me semblait pas de la compagnie. Juste 2 êtres partageant un espace. Je suis entrée dans ma chambre et me suis assise sur le bord de mon lit parfaitement fait. Mon reflet dans le miroir, robe sévère, chignon strict, masque de maquillage. Je ressemblais à une étrangère. J'ai pensé à mes 20 ans quand je commençais tout juste. Je brûlais d'enthousiasme, j'étais sûre de moi. Je regardais les femmes plus âgées au bureau, mariées, avec enfants. Je les écoutais parler de réunions parents-professeurs et de rendez-vous chez le pédiatre, et je me sentais supérieure. J'étais différente.
J'allais avoir une carrière. Je serais importante. Je ne laisserais ni un homme ni une famille me détourner. Je voyais les relations comme une distraction, le mariage comme un piège, les enfants comme la fin de la vie d'une femme. J'ai fréquenté des hommes, bien sûr, mais toujours à mes conditions. Des hommes aussi ambitieux que moi, donc trop occupés pour une vraie relation, ou des hommes moins réussis que je pouvais contrôler et finalement écarter quand ils devenaient gênants. Je n'ai jamais laissé personne s'approcher trop près. L'intimité était une vulnérabilité que je ne pouvais pas me permettre. Je pensais gagner. Tout ce temps, je croyais gravir l'échelle du succès. Mais ce soir, j'ai enfin regardé en bas et compris que j'avais grimpé le mauvais mur. Et j'avais 38 ans. Les hommes de mon âge, les bons, ceux comme David, étaient déjà partis, mariés et à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, avec des femmes qui ne les avaient jamais traités comme des rivaux, des femmes prêtes à construire une vie avec eux et non à côté d'eux. Que me restait-il ? Des hommes divorcés, avec des bagages, des célibataires de 40 ans pour une bonne raison, des hommes qui ne voulaient que quelqu'un de plus jeune. Le marché avait changé et je l'avais complètement mal évalué. Mes idéaux féministes, mon mantra « carrière d'abord » avait été mon bouclier. Il m'avait protégée du rejet et du chagrin. Mais un bouclier peut devenir une cage. Je m'étais protégée si bien que je m'étais enfermée moi-même. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, les mains légèrement tremblantes. J'ai ouvert l'application de rencontres que je consultais parfois par ennui ou par solitude. Mon profil était un calque de mes réseaux sociaux. Moi puissante et indépendante, moi au sommet d'une montagne, moi donnant une conférence. Ma bio disait « Femme ambitieuse et indépendante cherche partenaire égal pour conquérir le monde. Pas de drame. » Mes critères étaient chirurgicaux, âge 30 à 42, diplôme, master ou plus, profession impressionnante, statut jamais marié, pas d'enfant. Je parcourais depuis des années le même petit vivier d'hommes. Les beaux techs allergiques à l'engagement, les financiers travaillant 4-20 heures par semaine, les autres requins. Jamais aucun résultat. J'ai fixé mon propre profil un long moment. J'avais l'impression de regarder un personnage que j'avais créé. J'ai pris une profonde inspiration et ouvert les paramètres. J'ai supprimé la bio complètement. Puis je suis passée aux préférences. Mon pouce a survolé la tranche d'âge. Je pensais à Eugène, 30 ans, tombant amoureux d'Ava, 23 ans. Je pensais à David, autour de 40 ans, heureux avec sa femme de son âge. Mon propre vivier de partenaires équivalents rétrécissait chaque jour. J'ai fait glisser la tranche basse de l'âge. 30, 32, 35, 38. La tranche haute, 42, 45, 48, 50. Je me suis arrêtée à 38 à 50. Mes vrais pères, mes égaux. Puis j'ai fait défiler jusqu'aux critères rédhibitoires, ceux dont j'étais si sûre. Statut marital. J'ai changé jamais marié en peu importe. Le dernier était le plus difficile. Les enfants, symbole de la vie que j'avais rejetée. Encre que je ne voulais pas. Mon doigt a hésité. Option pas d'enfant ou ouvert aux enfants. J'ai pensé au visage de David quand il parlait de construire un vaisseau Lego avec son fils. Une vie pleine de petits bonheurs, désordonnée, contraignant, une vie pleine d'amour. J'ai fermé les yeux et tapé « ouvert aux enfants ». J'ai sauvegardé les modifications, l'application s'est rafraîchie, l'écran s'est rempli d'un nouveau paysage de visages. Plus de beaux profils professionnels, mais des hommes avec des rides du sourire, des yeux fatigués, des cheveux clairsemés. Un homme dans la fin de la quarantaine, souriant maladroitement, avec 2 adolescentes à ses côtés. Un homme tenant un poisson énorme et peu attrayant. Un homme dont la photo montrait un barbecue flou, une bière à la main, un enfant sur les épaules. C'était ça, la réalité. Le mur n'était pas quelque chose que j'avais frappé, c'était quelque chose que j'avais construit. Et j'étais enfin de l'autre côté. Je ne conquérais pas le monde. J'étais simplement une femme dans un appartement silencieux, commençant à regarder autrement le monde autour d'elle. À envisager que le vrai pouvoir ne se mesurait pas à la hauteur de ma carrière ou à mes triomphes professionnels. Que la vie pouvait aussi être partagée, que la chaleur, la complicité et les moments simples comptaient autant, sinon plus.
Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un frisson d'espoir. Je n'avais plus à courir après un idéal imposé. Je pouvais commencer à construire une vie qui comptait pour moi, une vie qui incluait, enfin, les autres.